Eh bien, bonjour ou bonne soirée à tous. Bienvenue et bonne année 2024. C'est encore de circonstance. Voilà, nous sommes heureux donc de vous accueillir pour cette présentation des résultats de 2023 et des projections, des perspectives, ou des prévisions plutôt de 2024. Tout au long de l'année 2023, il y a au moins deux mots qui ont résonné très fort. C'est l'inflation, avec comme conséquence le pouvoir d'achat. Donc tous les soirs à la télé, vous avez dû voir ça. L'autre mot, c'est la hausse des taux d'intérêt, avec pour conséquence des compressions donc des taux de capitalisation avec un impact sur le patrimoine. Voilà. Pour autant, nous allons quand même vous présenter des résultats donc, de 2023 qui sont bons et qui vont recevoir, nous l'espérons, un accueil favorable. En 2024, quand on lit la presse, les banques centrales envisagent un peu d'optimisme et donc vont opérer une détente sur les deux critères que je viens d'évoquer, sur les deux facteurs que je viens d'évoquer. Mais tout cela donc, dans un contexte géopolitique, macroéconomique très difficile, très compliqué. Voilà, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Pour autant, les résultats, ou plutôt les prévisions de n'anticipons pas trop, les prévisions de 2024 que nous allons vous présenter sont tout à fait optimistes. Elles reposent surtout sur un carnet de commandes qui justifie les chiffres que nous allons vous avancer. Voilà, je voulais vous introduire cela. Et je vais donc donner la parole au management qui va vous présenter dans le détail les résultats donc, de 2023 et les prévisions de 2024. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions à la fin. Ce sera toujours intéressant. Donc, bonne soirée. Bonsoir à tous. Je vais commencer par vous présenter donc, les chiffres clés 2023. Alors, les chiffres clés 2023, la valorisation hors droit s'élève à 3,7 milliards, avec un taux de capitalisation de 5,1%. La surface totalise 3,6 millions de mètres carrés et la NRNTA est de 79 € par action. Concernant la dette, donc, je vous rappelle notre rating Standard & Poor's au niveau de BBB-, donc soit investment grade. La dette nette s'élève à 1,9 milliard. La LTV nette donc, est maîtrisée sous les 50%, 49,7 précisément. Et le coût de la dette est de 2,30%. Les résultats, donc les revenus locatifs s'élèvent à 184 millions, donc en hausse de 11%. Et le résultat net récurrent s'élève, lui, à 126 millions, en hausse de 5%. Je vous rappelle qu'il y a quasiment un an jour pour jour, enfin un jour près, ici même, nous avions fixé comme objectif de loyer 182 millions, donc nous avons atteint 184, et nous avions fixé un résultat net récurrent de 124 millions, et nous avons atteint 126. Je vais vous faire une présentation synthétique du marché de l'immobilier logistique en France. Alors donc, nous assistons à un ralentissement de la demande placée après des années records. Donc, avec 3,6 millions de mètres carrés, la demande placée est en recul de 24%. Et donc, c'est une conséquence logique du ralentissement économique. L'offre immédiate disponible s'établit à 2,5 millions de mètres carrés à la fin 2023, en hausse de 32% sur un an. Néanmoins, le taux de vacances reste à un niveau très bas, à savoir 4,7% à fin décembre 2023. Et donc,
la hausse en termes de taux de vacances se concentre essentiellement dans les Hauts-de-France. De nombreux marchés, tels que les marchés lyonnais, marseillais et également Île-de-France et en région, je pense aux régions de Nantes, Bordeaux par exemple, conservent des taux de vacances historiquement bas. Et donc, cette vacance restera structurellement faible. Autre facteur favorable, ce sont les valeurs locatives qui sont toujours à la hausse et en moyenne, les loyers ont augmenté dans le cours de l'année 2023 de l'ordre de 10%. Alors, sur le marché de l'investissement, il n'y a pas de miracle. L'investissement logistique est impacté au même titre que l'investissement global en immobilier d'entreprise. Donc nous assistons à une baisse des investissements à hauteur de 2,7 milliards. Donc dans un contexte de marché attentiste sur les 9 premiers mois, avec des premières transactions significatives au T4. Néanmoins, la classe d'actifs logistiques continue d'attirer une part significative des investissements en immobilier d'entreprise, puisqu'elle représente 22% des investissements. Passons à nos clients locataires. Vous avez là un aperçu de nos 63 locataires qui sont tous des clients de premier plan, donc avec nos clients historiques qui sont les L'Oréal, Decathlon, Auchan, FM Logistique, Géodis, et puis des nouveaux tels que Bac Europe, U-Proximité, Daxer, But. J'aurai l'occasion d'en reparler au titre des développements 2023 et 2024. Concernant la répartition des clients par secteur économique, c'est la distribution alimentaire, donc avec 40%, qui constitue le premier secteur économique dans lequel évoluent nos locataires. Et viennent ensuite les secteurs de la logistique et du transport, l'équipement de la personne, le e-commerce, équipement de la maison, automobile, etc. Cette page présente la répartition des revenus locatifs par client locataire. Donc la part de Carrefour représente 28% et elle baisse mécaniquement tous les ans, donc avec la croissance du portefeuille. Pour mémoire, nous étions à 34% en 2020 et donc nous baissons aujourd'hui à 28%. Les autres locataires donc, sont tous des sociétés financièrement très solides. Concernant, vous le voyez en troisième position, Monoprix Casino. Donc nous avons 3 entrepôts. 2 sont loués à Monoprix. Donc c'est l'enseigne Star chez Casino, donc qui marche très très bien. Et nous n'avons en réalité qu'un seul entrepôt affecté aux produits Casino. Il est à Saint-Étienne. On peut espérer que les acteurs de Casino et les repreneurs de Casino fassent les efforts nécessaires pour conserver cet entrepôt situé à Saint-Étienne. Concernant les loyers, donc le schéma de gauche fait ressortir une durée ferme résiduelle moyenne de 5,7 ans, donc en hausse par rapport à fin 2022 où nous étions à 5,5. Concernant la typologie des locataires, c'est un autre facteur favorable pour Argan, puisque les chargeurs sont très majoritaires, avec 79%, et les chargeurs offrent une implantation plus pérenne que les logisticiens. Donc ça favorise un taux d'occupation dont je parlerai tout à l'heure, qui est de 100% chez Argan. Concernant l'indexation des loyers, 60% de nos baux sont soumis à l'ILAT pur, donc indexés à l'ILAT pur. 26% sont soumis à l'ILAT avec un cap à 2%. Et 14% de nos loyers, enfin de nos baux, prévoient des loyers préindexés. La résultante de tout ça, c'est qu'on a une indexation moyenne en 2023 de 4%.
Passons à la présentation du patrimoine. Alors, les chiffres clés du patrimoine, qu'on a déjà vu en partie. Donc la valo, 3,7 milliards, donc avec un taux de capitalisation de 5,1%. Les surfaces construites, donc nous sommes à 3,6 millions de mètres carrés. Le taux d'occupation, j'en parlais à l'instant, il est maintenu à 100%, donc ce qui est une véritable performance. La durée ferme résiduelle des baux, on l'a dit, 5,7 ans. L'âge moyen de nos entrepôts, 11,1 ans. Le nombre, nous sommes à 97 entrepôts, donc retenez une centaine. La part des entrepôts certifiés, donc nous avons 50% du portefeuille certifié, et 100% des nouveaux développements sont labellisés autonomes. On aura l'occasion de vous en reparler. Pour mémoire, donc le label autonome, c'est l'entrepôt qui produit sa propre énergie verte, je vous le rappelle, avec l'installation de panneaux solaires en toiture, couplés à des batteries. Et donc, toute l'énergie électrique produite, qui n'est pas instantanément consommée par l'entrepôt, est stockée dans les batteries et restituée la nuit. Et donc, nous avons un meilleur taux d'autonomie et dans certains cas, nous pouvons atteindre dans les 40 ou 50% d'autonomie. Alors, regardons dans le détail l'évolution de la valeur du patrimoine. Alors nous, à fin 2022, nous étions à 3 942 millions. La variation de juste valeur du patrimoine périmètre 2022 donc, s'élève à moins 396 millions, donc liée à la décompression des taux de capitalisation. Nous sommes passés de 4,45 en 2022 à 5,10 en 2023. La cession de notre entrepôt de Bonneuil représente moins 13 millions. Se rajoute la valorisation des investissements de 2023 à hauteur de 144 millions, ce qui nous amène à fin 2023 à 3 677 millions. Voilà une présentation de la répartition des plateformes. Donc, au plan géographique, vous le constatez, environ un tiers de nos entrepôts sont en Île-de-France et le solde est réparti en régions avec une présence accrue sur la dorsale nord-sud, Lille, Lyon. Et également, on est très présent dans l'Est, en Lorraine notamment, avec, entre autres, notre entrepôt Amazon qui développe 185 000 m². Par typologie, donc 78% en température ambiante, 14% réfrigéré, 6% en messagerie et puis 2% en divers. La répartition des plateformes, la surface moyenne est d'environ 37 000 m² et je vous le disais tout à l'heure, l'ancienneté moyenne est de 11,1 ans. En 2023, donc, Argan a livré 5 nouveaux entrepôts, dont une extension, donc cumulant 132 millions d'investissements, 100 000 m² avec un rendement de 5,2%. Alors, ces livraisons comprennent 3 développements en propre et 2 acquisitions d'entrepôts neufs. Les 3 développements en propre, donc, qui représentent environ la moitié des investissements, avec un rendement moyen de 6,1%. Alors, ils sont situés à Montbartier, donc là, on est au nord de Toulouse, donc à l'embranchement des autoroutes A62 et A20, 19 000 m², labellisé autonome, donc l'entrepôt qui produit sa propre énergie verte, loué à notre client historique Decathlon. Voilà, pour info, c'est le 4e développement que nous réalisons pour Decathlon. Saint-Jean-sur-Velle, donc là on est en façade d'autoroute A40, à proximité immédiate de Mâcon et de la 6. 14 500 m² labellisés autonomes, en tritempérature, donc ambiant, froid positif,
froid négatif, exploité par un nouveau client locataire, Back Europe, qui est leader français sur le marché de la distribution en boulangerie-pâtisserie, dans le cadre d'un bail de durée ferme de 12 ans. Et la crèche, donc là on est à l'est de Niort, au carrefour des autoroutes A10 et A83. Et là nous avons réalisé une extension de 12 500 m² en froid négatif, donc portant l'ensemble existant plus extension à 33 000 m². Donc c'est dédié au stockage des produits frais de notre locataire Eurial. Et Eurial, c'est la branche lait de la coopérative Agrial. Voilà, tout ça dans le cadre d'un bail, un nouveau bail d'une durée ferme de 12 ans qui porte sur l'ensemble. Et l'empreinte carbone de ce site est sensiblement réduite puisque le nouvel ensemble est désormais labellisé autonome. Donc je vous le disais, en 2023, également 2 acquisitions d'entrepôts neufs, donc qui avaient été négociées en 2021, donc avant la remontée des taux, donc avec un rendement moyen de 4,4%. Et ils sont situés à Janérias, donc on est en périphérie de Lyon, à l'est. Et donc c'est un entrepôt de 38 000 m² pour But, enseigne française leader en ameublement, dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de 9 ans et demi. Et la deuxième acquisition, c'est à Mionnet, en périphérie de Lyon, donc un entrepôt neuf, avec un accès direct à la 46, labellisé autonome, 15 000 m², donc pour Coverguard, qui est leader sur le marché des équipements de protection individuelle. Et il est, lui, engagé à travers un bail d'une durée ferme de 9 ans. Voilà, donc tous ces développements 2023 ont déjà été financés avec des prêts hypothécaires contractés en 2022, avant la remontée des taux. Alors pour 2024, donc notre objectif est de livrer des nouveaux développements totalisant 180 millions d'investissements, donc encore plus qu'en 2023, 170 000 m², avec surtout un rendement moyen approchant les 7%, donc bien au-dessus des 5,2% de 2023. Et effectivement, dans un contexte de hausse des coûts de construction et puis de décompression des taux de capi, on a réussi à augmenter nos loyers. Voilà, donc ces livraisons sont composées, comme je le disais, exclusivement de développement en propre, avec des livraisons donc programmées au fil de l'année 2024, avec un certain nombre d'opérations sur lesquelles on a déjà communiqué. Mondeville, donc c'est la plus grosse opération, à proximité immédiate de Caen, donc en liaison directe avec l'autoroute A13. Un entrepôt de 82 000 m² mixte, ambiant, froid positif, donc loué à Carrefour, pour une durée ferme de 9 ans. Donc c'est un entrepôt labellisé autonome et qui a été construit sur une ancienne friche industrielle PSA, et donc à ce titre il est exemplaire au plan environnemental. Saint-Jean-sur-Vesle, donc sur la parcelle mitoyenne de l'entrepôt Back Europe dont je viens de vous parler, dont on a fait la livraison il y a 2-3 mois en 2023. Donc il s'agit d'un entrepôt tritempérature pour U-Proximité, labellisé autonome. U-Proximité, donc c'est l'enseigne Système U pour les formats magasins de proximité. Et le bail a été conclu pour une durée ferme de 12 ans. Eslet, donc là on est en périphérie nord de Rouen. Nous allons livrer une messagerie labellisée autonome, 4600 m², louée à DSV pour une durée ferme de 9 ans. Bolbec, donc là on est à proximité du Havre, donc avec un accès direct à l'autoroute A29. Un entrepôt également autonome, 15 000 m² pour un nouveau client d'Axer. Et là, on est sur le site
voisin de l'entrepôt didactique qu'on a livré en 2021. Voilà. Et enfin, Bruguière, donc là on est au nord de Toulouse, avec une proximité immédiate à l'autoroute A62. Il s'agit d'une extension d'une messagerie qui est actuellement louée à Géodis. Et donc, existant plus extension, le site fera désormais 13 400 m². Et la livraison de l'extension sera le point de départ d'un nouveau bail long terme d'une durée ferme de 12 ans. Donc voilà pour 2024. Et on va vous présenter les chiffres et les résultats. Et je vais passer la parole à Francis. Merci Ronan, bonsoir à tous. La dette, donc vaste sujet. Alors, quelle sera notre discipline financière pour ces prochaines années? Eh bien, d'un point de vue endettement, on l'a déjà annoncé l'année dernière, mais on le confirme, nous allons donner donc la priorité au désendettement. Alors, concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie déjà qu'on va continuer à rembourser nos banquiers au titre de notre dette hypothécaire. On leur rembourse tous les ans entre 90 et 100 millions. Donc ça, c'est le désendettement naturel. Et puis, on va également ne plus souscrire de nouvelles dettes pour financer notre développement, mais le financer à travers des arbitrages. Donc tout ça contribue au désendettement et devrait avoir pour effet de ramener nos critères de dette dans des ratios un peu plus normaux que ce que nous avons aujourd'hui, à savoir à l'horizon 26, une LTV hors droit sous les 40% et un ratio de dette nette sur EBITDA de 8. Sur le financement, j'ai dit qu'on n'en faisait plus, mais donc on a quand même cette dette historique. Elle est mixte. Nous avons donc historiquement une dette bancaire amortissable et nous avons également mis en place une dette obligataire qui représente aujourd'hui 500 millions et qui représente 26% de notre dette. Donc l'idée avec le remboursement de la dette hypothécaire, c'est de faire augmenter le ratio de dette obligataire et d'arriver à un horizon moyen-long terme plutôt équilibré de 50% de dette amortissable hypothécaire et 50% de dette obligataire. D'un point de vue liquidité, nous avons pour principe d'avoir des lignes RCF qui représentent plus d'un an de loyer, puisqu'aujourd'hui nous avons 270 millions de lignes de crédit. Donc ça nous permet d'être réactifs et de faire face à d'éventuels soucis de trésorerie. Et enfin, le rating S&P dont parlait Ronan, c'est un minima de le maintenir investment grade, triple B-, et tout ça dans l'objectif du refinancement de notre dette obligataire à l'horizon 2026. Alors, le coût de notre dette, en préambule, peut-être, il faut rappeler l'évolution assez importante de l'Euribor sur ces dernières années, puisque en moyenne, en 2022, l'Euribor était de 0,3%. En 2023, la moyenne est de 3,40%. Donc, c'est quand même pas neutre. Et malgré cette hausse assez importante de l'Euribor, notre coût de la dette est passé de 1,50% à 2,30% en 2023. Alors tout ça grâce à quoi? Grâce à la structure de notre dette qu'on voit sur le petit camembert de gauche. Nous avons aujourd'hui plus de 55% de notre dette qui est à taux fixe, soit de l'obligation, soit de la dette hypothécaire à taux fixe. Et donc le reste, c'est 40% de dette variable, mais sur laquelle nous souscrivons des couvertures, donc qui est assez sécurisée également. Et enfin, il nous reste uniquement 5% de notre dette qui reste exposée à l'évolution des taux Euribor, puisqu'elle est purement variable. Donc si on mixe ces différentes catégories, on arrive à un coût de la dette de 2,30% donc en 2023. Alors on voit sur le graphe de gauche qu'on a quand même fait baisser sensiblement cette dette depuis quelques années. On était encore à 3,30 en 2015. Donc on a divisé par plus de 2 à l'horizon 22. Avec cette hausse des taux, ça remonte un peu, mais donc on est à 2,30 et on projette 2,40 sur cette année, sur 2024. Donc voilà quelques autres ratios. La maturité de cette dette est de un peu moins de 6 ans. La dette nette sur EBITDA, donc elle a baissé, le ratio. On est passé de 11,6 à 11. Et la LTV, hors droit, donc elle se maintient sous les 50% à 49,7%.
Alors, un graphique qui n'est pas inintéressant, c'est une étude de sensibilité sur le coût de la dette et sur le ratio LTV en fonction de l'Euribor pour le coût de la dette et du taux de cap pour le LTV. Donc, sur le graphe du haut, l'évolution du coût de la dette, il est très stable en 24 et 25. Et on voit qu'il varie finalement très peu, quelle que soit l'évolution de l'Euribor, puisqu'entre un Euribor à 2 et un Euribor à 5, le coût de la dette varie entre 2,2 et 2,5. Donc, c'est quand même très bien maîtrisé. 2026, alors on a fait apparaître la courbe, mais là, c'est peut-être un peu tôt pour se projeter, puisqu'en 2026, c'est l'année où nous devrons refinancer notre dette obligataire. Donc, il est un peu tôt pour savoir à quel taux nous pourrons la refinancer. Les taux qui sont indiqués dans cette colonne 26 sont projetés avec un refinancement de la dette obligataire qui serait contracté selon les lignes à Euribor plus 1%. Autrement dit, avec l'Euribor à 4, on simule un refinancement de la dette obligataire à 5. Mais bon, 2026, c'est quand même un peu tôt pour se prononcer sur le contexte de 2026. Et le graphe du bas, ouais, j'ai celui-là, l'évolution du ratio LTV en fonction des taux de cap. Donc voilà, donc en 24, 25, 26, ce ratio de LTV baisse de façon relativement homogène, quel que soit le taux de cap. Alors on a projeté, nous, notre patrimoine à la fin de cette année avec un taux de 5,25 à comparer à 5,10 concrètement aujourd'hui. Mais donc on voit que même si ce taux de cap augmente à 5,5, voire à 6, alors ça c'est quand même très pessimiste, eh bien, le ratio de LTV à l'horizon 25-26 est quand même largement sous les 50%. Et il est très loin, en tout cas, du covenant que nous avons au titre de notre émission obligataire, qui est à 65%. Voilà pour la dette. Alors, un petit mot sur les résultats. Alors, en préambule, les revenus locatifs, donc, qui sont en croissance quand même relativement importante de façon systématique, puisque nous avons un taux de croissance annuel moyen de 14% sur la période 2016-2024, avec donc une croissance en 23 de 11% et une croissance prévue cette année de 7%, pour avoir des revenus locatifs qui s'établissent à 197 millions sur 2024. Alors, le petit split des revenus locatifs entre 22 et 23. Donc, nous étions à 166 millions en 2022. L'effet année pleine des livraisons 2022 donc, ont un effet de 8,2 millions sur l'exercice 23. La troisième colonne, René Godébaud, révision. Donc, René Godébaud, il n'y en a pas eu. Donc, c'est uniquement de la révision en 23, donc à hauteur de 4%, ce qui représente 6,8 millions d'euros. Le taux d'occupation, où nous sommes passés de 99 à 100%, donc a généré un surplus de loyer de 1,5 million. Et enfin, les livraisons et acquisitions 2023, dont vous avez parlé Ronan, qui ont été plutôt livrées en fin d'année, n'ont généré que 2,2 millions d'euros sur l'année 23. Et enfin, les cessions représentent une déperdition de loyer de 1,2 million d'euros. Et donc, on arrive à notre fameux 183,6 millions d'euros de loyer en 23. Alors, avant de parler du résultat conso IFRS, on a ici le résultat net récurrent 2023, qui est quelque part la vraie création de valeur opérationnelle de la société. Donc, on démarre de nos revenus locatifs à 183,6 millions d'euros. On va déduire les charges courantes qui ont légèrement baissé entre 22 et 23, à hauteur de 13,9 millions. Les produits de trésorerie, on avait un peu d'excédent de trésorerie et les taux étant élevés, ça rapporte 1,6 million sur l'année 23. Et les intérêts d'emprunt, donc ça, il n'y a pas de suspense, c'est quand même la grosse augmentation à hauteur de 45%, où on passe de 28 millions d'intérêts à 41 millions d'intérêts sur 2023. L'étalement des frais d'émission qui impacte le récurrent, donc on arrive à un résultat net récurrent part du groupe de 125,6 millions, soit 5,5 euros par action, à comparer à 5,2 l'année précédente. Alors le compte de résultat IFRS pour 2023, les revenus locatifs, on commence à les retenir, 183,6 millions d'euros. On déduit nos charges pour arriver à l'EBITDA, qui s'élève à 172 millions d'euros. Et donc là, on a un ratio intéressant qui s'améliore. C'est cet EBITDA ramené aux revenus, qui est de 94% à comparer à 91% l'année précédente. La variation de juste valeur
Donc là, effectivement, à dire d'expert, notre patrimoine a perdu de sa valeur, puisqu'on a une déperdition de valeur de 373 millions d'euros. Le résultat de cession, ça c'est assez anecdotique, et donc on arrive à un EBITDA, après ajustement des valeurs, de moins 200 millions, donc à comparer à plus 116 l'année précédente. D'un point de vue financier, les produits de trésor, on les a vus tout à l'heure, 1,6 million, les intérêts, 41 millions. Instruments dérivés, frais d'émission, IFRS 16 pour les connaisseurs, donc représente une dépense de 5,8 millions sur l'année 23. Et donc on aboutit finalement à un résultat avant impôt de 246,8 millions en négatif. La ligne suivante, impôts, autres produits et charges financières. Alors ça, c'est la valorisation à dire des banques de nos instruments de couverture. Donc on voit en 22, cette variation était positive, c'est-à-dire c'était la hausse des taux, donc les couvertures avaient une valeur positive. Du fait du regain d'optimisme de 2023 avec une projection assez importante à la baisse des taux, ces instruments de couverture ont perdu de leur valeur. On a perdu quelque part la valeur qu'on avait gagnée en 22. Et il nous reste encore une légère valeur positive de ces instruments de couverture à notre bilan à hauteur de 5 millions d'euros. Et donc on aboutit au résultat net, après tous ces plus et ces moins, de moins 263,5 millions, ce qui représente par action moins 11,40 €. Les ANR, alors là on est en norme EPRA, donc il y en a 3. Le NRV, le NTA, le NDV, on va regarder l'évolution du NTA, qui est l'ANR de liquidation, qui fait plutôt foi dans le monde des foncières. Donc nous étions à 92,9 € par action en 2022. Le résultat net, donc quelque part le récurrent, qui crée 5,5 € de création de valeur positive. Le paiement du dividende ou en numéraire ou en action, donc ça c'est une évaporation de valeur envers nos actionnaires, donc moins 2,7 et moins 0,4. Et enfin l'importante variation de juste valeur du patrimoine qui représente une déperdition de un peu plus de 16 € par action. Et donc la NRNTA, à fin 2023, s'élève à 79,1 €. Un petit mot sur le dividende. Donc nous allons proposer à l'Assemblée générale qui arrive le 21 mars d'augmenter le dividende de 5% pour le faire passer de 3 € à 3,15 €. On voit ici l'historique du dividende. Donc ça représente une croissance annuelle moyenne sur 5 années de 21%. Le rendement de ce dividende de 3,15 €, si on le ramène à la moyenne du cours de décembre, ça représente un rendement de 4%. Et un taux de distribution par rapport à notre résultat récurrent de 58%, c'est-à-dire le même niveau que l'année précédente. L'évolution du cours de bourse, alors on l'a représenté ici sur un historique de 6 ans, je crois, oui c'est ça. Et on le compare aux indices CAC All Share et IEIF SIC France. Donc on voit que sur 6 ans, le CAC a fait plus 42, le SIC France moins 30 et Argan a doublé à plus 112%. Le capital sur le camembert de droite. Donc la famille Leland détient un peu plus de 40% du capital. Prédicat, donc Crédit Agricole Assurance, 16,5%. Et donc il reste 43% de flottants, donc nos actionnaires. Pour mémoire, on a intégré en 2023 deux indices qui sont le FTSE EPRA et surtout donc, le SBF 120 dont nous faisons partie désormais. Et je vais passer la parole à Emma. Merci Francis, bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous parler de la stratégie ESG d'Argan, c'est-à-dire E comme environnement, énergie, émissions, S comme social, sociétal et G comme gouvernance. Cette stratégie, finalement, c'est pour Argan le moyen de mesurer ses impacts sur son environnement et aussi de conforter la durabilité de son modèle. Nous avons présenté en octobre, le 18 octobre dernier, une nouvelle stratégie qui est une stratégie profondément remaniée par rapport à celle qui avait été présentée les années précédentes et rappelée dans un rapport publié en 2022. Car notre volonté, c'est d'accélérer sur ces enjeux qui sont très importants pour une foncière comme Argan et évidemment pour l'ensemble de la société. Alors,
Je ne vais pas vous présenter l'intégralité de cette stratégie. Vous pouvez retrouver en ligne notre rapport, en français et en anglais, sur le site internet d'Argan. Je vais donc tout simplement mettre l'accent sur quelques grandes priorités pour chacune des thématiques. Donc en commençant par la lettre E comme environnement, pour vous dire que, comme l'a indiqué Ronan, on met le paquet sur autonome, c'est-à-dire cet entrepôt net zéro à l'usage. Net zéro, ça veut dire quoi? C'est un entrepôt sur lequel on a fait des efforts très importants pour réduire drastiquement les émissions. On les divise par 10 par rapport à un entrepôt traditionnel. Bien sûr, il y a un résiduel d'émissions, et ce résiduel d'émissions, on le compense par des opérations de reboisement. Donc c'est un entrepôt net zéro à l'usage, et c'est effectivement le modèle que nous déployons sur l'ensemble de nos nouveaux développements. Le deuxième sujet, c'est évidemment d'intervenir sur le parc existant, parc sur lequel parfois on ne peut pas déployer de photovoltaïque sur les toitures, pour des questions tout simplement de résistance ou de complexe d'étanchéité. Et là, notre stratégie consiste à investir un montant important, 50 millions d'euros, entre 2024 et 2030, pour remplacer les chaudières gaz, qui sont très fortement émissives, par des pompes à chaleur électriques. Et puis, dans cette stratégie ESG, on a d'abord réalisé un bilan carbone pour la première fois, donc avec les chiffres 2022. Et à partir de ce bilan carbone, nous avons tracé des perspectives d'évolution pour Argan au travers de 3 scopes, et avec l'idée d'être alignés, bien évidemment, sur les accords de Paris. Et donc nos objectifs 2030 sont de réduire de 70% les émissions au titre du scope 1, d'amener le scope 2 à un niveau net zéro, et les scopes 1 et 2, pour les illustrer, sont vraiment les scopes liés au fonctionnement direct d'Argan. Le scope 3 concerne le patrimoine d'Argan, ce patrimoine qui est loué à nos clients locataires. Et là, évidemment, c'est le plus gros bataillon de nos émissions. Et nous avons d'ores et déjà affiché un objectif très ambitieux qui consiste à réduire d'ici 2030 de 50% les émissions liées à l'usage, c'est-à-dire en fait tout ce qui est lié aux consommations énergétiques de ce patrimoine. C'est en lien avec ce que je viens de vous indiquer. Voilà pour résumer la lettre E. Pour la lettre S, qui concerne le social et le sociétal, un point très important pour Argan, c'est l'attractivité, la fidélisation des collaborateurs. Alors on est une équipe d'une trentaine de personnes, comme vous le savez, et nous présentons une particularité, c'est que 100% des collaborateurs d'Argan sont actionnaires, et sont actionnaires depuis 2024, et en l'occurrence, pour être précis, depuis lundi. Et deuxième élément important qui crée une différence très sensible vis-à-vis des grandes entreprises ou des autres foncières, le ratio d'équité. Le ratio d'équité, c'est l'écart entre la rémunération moyenne globale, quand on intègre le fixe et le variable, donc la rémunération moyenne des collaborateurs d'Argan, et quand on la compare à la plus haute rémunération, eh bien ce ratio chez Argan est de 2,3 en 2023. Et notre engagement, c'est de le maintenir en dessous de 10. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les grandes entreprises, on va jusqu'à à peu près un facteur 100. Deuxième élément important de cette politique sociale et sociétale, c'est encore une fois relié aux collaborateurs d'Argan, c'est faire grandir, progresser les équipes, les uns et les autres, au travers d'un plan pluriannuel de formation et de coaching qui est personnalisé et qui va progressivement s'adresser à l'ensemble du personnel. Et d'ores et déjà cette année, on met en jeu à la fois des formations et du coaching personnalisé. Et puis enfin, le volet éthique. Et les engagements sont importants, et notamment le sont quand ils sont transcrits. Donc nous avons affirmé, nous sommes en train de terminer ce travail, d'affirmer les engagements internes et externes de l'entreprise au travers de chartes anticorruption, chartes éthiques, chartes liées à la gestion des données personnelles, et aussi une charte concernant les achats responsables d'Argan. J'ai comme gouvernance, pour terminer, eh bien, d'abord, avoir une stratégie ESG, c'est bien, mais évidemment, il faut que ces engagements soient diffusés, et notamment en interne. Donc, c'est la formation des collaborateurs pour expliciter
la stratégie d'Argan et la déployer, et surtout mesurer au fur et à mesure les efforts que nous faisons et les confronter aux objectifs que nous nous sommes fixés. Et puis c'est aussi pour motiver le personnel d'Argan d'intégrer dans la rémunération une composante liée à l'atteinte de ces objectifs ESG. Deuxième volet, c'est la notation, c'est-à-dire finalement confronter ce que nous faisons à des organismes de notation, leur expliquer nos stratégies, leur présenter nos chiffres et voir comment ils réagissent à la fois à nos objectifs et nos réalisations. Et donc, notamment, une action a été menée vis-à-vis de Sustainalytics, qui est le leader en la matière, GRESB, qui est plus spécifiquement dédié à l'immobilier, et Etifinance, 3 organismes que je pense vous connaissez les uns et les autres. Et puis après, on débouchera sur la certification de notre démarche ESG. Je rappelle qu'aujourd'hui, réglementairement, Argan n'est pas assujetti à l'obligation de publier une stratégie ESG, mais c'est une démarche volontaire, volontariste de notre part, et nous serons effectivement assujettis en 2026 sur notre exercice 2025. Nous serons donc largement préparés pour respecter ce rendez-vous. Un petit mot quand même sur la notation, puisque les efforts commencent à payer. Alors c'est une première étape, mais on a vu notre note Sustainalytics évoluer en fin d'année après la présentation de notre stratégie, et on est passé de la catégorie risque moyen à risque faible. Nous avons ouvert aussi le dialogue avec GRESB et nous devrions avoir notre première note GRESB en octobre 2024. Et puis enfin, pour terminer, c'est suivre au quotidien, avec des rendez-vous différents, nos engagements, au travers d'abord d'un comité mensuel qui suit l'évolution des consommations énergétiques et des émissions de CO2, et puis on va compléter par des indicateurs ESG plus larges. C'est aussi le comité d'audit des risques et de la durabilité qui est constitué au sein du conseil de surveillance, présidé par un membre indépendant du conseil de surveillance qui est présent aujourd'hui, qui est chargé plus particulièrement de suivre évidemment l'évolution de nos risques et aussi, et bien sûr, de la politique ESG d'Argan. Et puis enfin, un point régulier est réalisé en conseil de surveillance, car l'ensemble des membres de ce conseil sont évidemment sensibilisés à ces enjeux qui sont très importants pour une foncière comme Argan. Voilà, je vous remercie, et puis je vais repasser la parole à Ronan. Merci Aymar. Alors, donc, pour se projeter maintenant, parlons de nos objectifs, parlons de 2024, et donc nous allons vous présenter notre feuille de route 2024. Avec 2 axes majeurs. Tout d'abord, un désendettement fort, donc on vous l'a dit, fermeture du robinet des emprunts. Ça, c'est le premier point. Et donc, le remboursement d'environ 100 millions par an au titre de nos emprunts amortissables. Et nous allons mettre en œuvre, dès 2024, un plan stratégique d'arbitrage. Et nous avons calibré ces arbitrages pour 2024 à hauteur de 75 millions. Et la trajectoire de ce désendettement fort, c'est en 2026 un ratio dette nette sur EBITDA de 8 et une LTV inférieure à 40%. Le deuxième axe majeur, donc c'est un développement continu. Développer, nous vous l'avons dit, tous nos entrepôts labellisés autonomes, donc carbone zéro, préloués. Nous n'avons pas l'intention en 2024 de déroger à cela et de faire du blanc. Et le maintien ambitieux d'un taux d'occupation de 100%. Et donc, sur la période 2024-2026, le taux de croissance annuel moyen de nos loyers s'élèvera à 5%. Alors, en termes de chiffres, donc les projections et objectifs. Donc, les projections du patrimoine, donc en termes de valo, on sera donc à la fin 2024 à 3,9 milliards. En surface, 3,7 millions. La dette nette se stabilise à 1,9 milliard. Et la LTV descend à 48% versus
49,7 aujourd'hui. Et le coût de la dette n'augmentera qu'à 2,40%, donc à comparer à nos 2,30 aujourd'hui. Donc en prenant comme hypothèse un Euribor 3 mois moyen de 3,75% en 2024. Donc les objectifs en termes de revenus locatifs, 197 millions, donc en hausse de 7%, donc à comparer à nos 184 millions de 2023. Des objectifs en termes de résultats nets récurrents à hauteur de 133 millions, donc en hausse de 6%, comparé à nos 126 millions de cette année. Et nous nous projetons donc sur un dividende par action de 3,30 €, donc en hausse de 5%, donc sous réserve de l'approbation, bien évidemment, de l'AG en mars 2025. Donc voilà pour nos objectifs, et je vais laisser le mot de la fin à JC. Oui, manifestement, j'ai un temps de retard de parole. D'habitude, je suis plus bavard. Je vais essayer de me rattraper. Non, je ne vais pas recommencer. Tout a été dit, me semble-t-il. Je voudrais juste peut-être dire un mot. D'abord, ce graphique, il résume bien tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est bien cela. Je vais juste dire un mot sur autonome. Alors, autonome, quand on vous parle, ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait, etc. Alors, ça veut dire quoi, cette affaire-là? Vous savez ou vous ne savez pas, un entrepôt, les entrepôts habituellement sont chauffés au gaz et naturellement éclairés sur le courant du réseau. Cet ensemble-là représente sensiblement une émission de carbone, de CO2, d'environ 10 kg par mètre carré. Donc c'est énorme. Chez Argan, l'année dernière, on a comptabilisé ça à hauteur de 25 000 tonnes. C'est énorme. Et c'est ce que l'on veut diviser par deux, hein, Aymar vous l'a dit tout à l'heure, à l'horizon 2030. Ça, c'est sur le parc existant. Désormais, aujourd'hui, on s'interdit de construire des entrepôts qui soient en défaut par rapport à la référence 2050, de manière à ne pas devoir y revenir pour améliorer leur score. Encore une fois, donc, pour revenir à autonome, l'entrepôt traditionnel émet 10 kg donc, de CO2 et autonome divise cela par 10 à peu près. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gaz. Alors le gaz, c'est le plus gros émetteur de CO2. Un kilowattheure de gaz émet, d'après le référentiel ADEME, je crois, 2,16 kg par mètre carré, par kilo de CO2, excusez-moi. Alors que l'énergie verte, par définition, si on n'intellectualise pas trop, n'émet pas. Pour autant, le résiduel sera compensé par une reforestation. De ce fait-là, nous allons acquérir très, très prochainement environ une forêt de 200 hectares, ou en tout cas un terrain permettant donc de planter 200 hectares pour compenser effectivement ce résiduel d'émissions. Voilà, donc une volonté très forte donc d'anticiper sur cette réglementation donc de 2030-2050. Quant au parc existant, effectivement, il est chauffé au gaz, il est ce qu'il est. Et donc là, le principal coupable, c'est le gaz. Donc on va remplacer le gaz par des pompes à chaleur électriques, RO, et ça, c'est quand même un investissement donc d'environ 50 millions. Mais alors ça, sur un horizon de 5, 6 ans, 7 ans. Hein, voilà. Et là, effectivement, nous aurons divisé pratiquement largement par deux les émissions donc, du parc existant. Voilà, je m'arrête là, je laisse maintenant le micro pour les questions et les réponses peut-être. Bonjour, Bruno Duclos d'Invest Securities. J'ai une première question sur le patrimoine à moyen terme. Vous avez mentionné en effet que l'âge moyen était de 11 années, que la moitié du portefeuille a plus de 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de rénovation, restructuration à moyen terme? On a bien compris que vous êtes déjà en avance par rapport à des contraintes environnementales, mais est-ce qu'on pourrait avoir une idée des CAPEX que vous pourriez être amené à dépenser pour ces actifs-là?
Oui, donc effectivement, la moyenne, l'âge moyen de notre patrimoine est de 11,1 ans. Alors donc en termes de CAPEX, donc on a effectivement un budget annuel qu'on alloue donc aux rénovations et donc au maintien de mise à niveau, on va dire, de notre patrimoine, mais qui est très modeste, qui se chiffre en fonction des années en centaines de milliers, plutôt une centaine de milliers d'euros. Il faut savoir que la durée de vie, la durée de vie d'un entrepôt, elle est, si les fondamentaux sont bons, c'est-à-dire que si c'est un entrepôt prime, les caractéristiques d'un entrepôt qu'on construit aujourd'hui sont sensiblement les mêmes que les caractéristiques d'un entrepôt qu'on construisait il y a une vingtaine d'années. Donc le dallage, il doit faire 5 tonnes au mètre carré, la hauteur libre sous poutre, 10 mètres de hauteur libre sous poutre, la cour camion, il faut qu'elle fasse 35 mètres. Donc les caractéristiques et la réglementation d'un point de vue sécurité, des ICPE notamment, n'ont pas évolué fondamentalement. Donc, à partir du moment où les fondamentaux sont bons, donc nous avons un certain nombre d'entrepôts qui ont, parmi les plus anciens, une vingtaine d'années. Vous le visitez, cet entrepôt, vous ne voyez pas de différence avec un entrepôt qui a 4-5 ans. Alors, modulo ce que disait JC, à savoir donc, le verdissement des entrepôts, mais donc là, on se projette à 2030, et donc là, on a évalué donc, le CAPEX à 50 millions à horizon 2030 pour changer donc, toutes les chaudières gaz et les substituer par des pompes à chaleur électriques. Voilà, donc ça, c'est un CAPEX significatif en vue de verdir le patrimoine. Et donc, nous sommes nous-mêmes donc, des spécialistes de la rénovation et de la réhabilitation, puisque nous avons fait des acquisitions en 2022 notamment, d'entrepôts que nous avons complètement rénovés, un entrepôt à Rognac, un entrepôt à Lens, et donc dans ces cas-là, mais donc c'était des entrepôts qui avaient 40 ans environ, hein. Donc là, il faut remettre à niveau tous les lots techniques, donc là, il faut complètement remettre à niveau l'électricité, le gaz, le sprinkler, etc. Mais on est sur des entrepôts qui sont beaucoup plus vieux. Et dans le cas de ces rénovations d'entrepôts de plus de 40 ans, donc qui ne sont pas le lot commun, on a bien compris, même pas du tout le lot commun du portefeuille, c'est un investissement de quel ordre par mètre carré, juste pour notre... En fait, aujourd'hui, quand vous construisez un entrepôt neuf, le coût de construction, il est d'environ 600 € le mètre carré, donc pour un entrepôt ambiant, l'ordre de grandeur. 600 € le mètre carré. Et donc, une réhabilitation très lourde, vous n'en êtes pas très loin. D'accord. Voilà, puisque vous êtes peut-être à 400 €. Alors, c'est du cas par cas, bien évidemment, mais on n'en est pas très loin. Je voudrais compléter la réponse. Les 50 millions de CAPEX, vous n'êtes pas innocents, mais nous non plus. Et bien évidemment qu'on met à contribution les locataires. C'est-à-dire que l'investissement que nous faisons, il est générateur d'économie d'énergie chez le locataire. Il en bénéficie. Et donc, effectivement, il y a un surloyer qui vient se greffer sur ce CAPEX. Pour ça, c'est un gros CAPEX. Mais comme l'a dit tout à fait Renaud, dans l'environnement actuel, compte tenu donc, des difficultés qu'il y a à faire de nouveaux développements, ces difficultés constituent un avantage pour les patrimoines existants. Ça, c'est très important. Et le verdissement du patrimoine va contribuer à ce que notre patrimoine prenne de la valeur. Dans 5, 6 ans, dans 7 ans, je n'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est que le bilan énergétique des entrepôts sera pris en compte. Pour le moment, dans la valorisation, ce n'est pas encore le cas. Mais là, on anticipe. Sur les valeurs locatives, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur votre potentiel de réversion ? On a d'un côté des indexations qui sont relativement soutenues, mais aussi des valeurs locatives de marché qui, on le comprend, même si on a du mal à lire quand même les données de marché, sont un peu en hausse. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu en termes d'écart entre les VLM des experts et puis les loyers en place ?
Si on en croit nos experts, et je pense qu'il faut les croire, on a aujourd'hui un loyer marché sur notre patrimoine qui serait plutôt aux alentours de 56 €, alors qu'en réel, il est plutôt loué à 52, 53. Donc on a, à dire d'experts, un potentiel de réévaluation de nos loyers entre 5 et 10%, on va dire. De toute petite question, vous nous aviez parlé éventuellement de création de véhicules avec des institutionnels qui pourraient être donc un moyen d'avancer dans le désendettement. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que vous ne pouvez pas en parler encore? Nous avions évoqué cette hypothèse que nous n'avons pas mis en œuvre. Effectivement, aujourd'hui, donc les tickets d'entrée sont trop chers. Le coût de l'argent est tel qu'effectivement, nous avons préféré opter pour ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire un financement du développement donc par des arbitrages ciblés. Ça contribuera d'ailleurs à améliorer la qualité globale du portefeuille. Mais je reviens sur la question donc, des loyers. Ça aussi, on raconte n'importe quoi. Effectivement, aujourd'hui, compte tenu de l'offre et de la demande, c'est un facteur favorable à la hausse des loyers. Mais pour ce qui est de l'existant, par définition, nous sommes engagés dans des baux long terme. Donc, tant qu'il n'y a pas donc, de fenêtre de renouvellement, il ne peut pas y avoir de réajustement. Alors globalement, effectivement, comme nous sommes développeurs, nous bénéficions effectivement sur la quote-part du développement de cette augmentation des loyers et c'est très substantiel. Juste encore un mot, parce qu'il faut quand même le dire, quand on parle donc d'autonomes, il y a quand même un surloyer entre guillemets pour justifier, pour compenser le coût donc, de l'équipement. C'est la même chose pour les pompes à chaleur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon. Donc tout ceci, c'est du gagnant-gagnant avec nos locataires. Et ce que nous pouvons faire, c'est cela nous pouvons le faire parce que grâce à la proximité que nous avons avec nos clients, c'est un facteur favorable. Quoi. Voilà. Alors, puisque vous parlez donc de ces surloyers, est-ce qu'on pourrait... on parle de quoi? On parle de 5%, de 10%? Ouais. Il faut faire un contrat gagnant-gagnant avec les locataires. Alors c'est à peu près donc, de l'ordre de 5% pour autonome, mais tout dépend donc de la densité des équipements. Il est bien évident qu'un entrepôt qui est réfrigéré consomme plus donc d'énergie qu'un entrepôt qui n'est pas réfrigéré. Et donc là, effectivement, l'équipement d'autonome sera plus lourd, c'est-à-dire que les surfaces de panneaux photovoltaïques et la capacité de stockage des batteries, c'est gonflé, donc là c'est un peu plus. Mais c'est encore une fois transparent avec le locataire. On fait un bilan de consommation d'énergie, on met en face donc, des ressources, une capacité de production d'énergie, et puis c'est transparent. Alors c'est un très gros avantage d'ailleurs pour les locataires. On parle aujourd'hui donc de hausse d'électricité. Ceux qui ont souscrit donc à la formule autonome sont à l'abri précisément donc de ces volatilités du coût de l'énergie. Une dernière petite question en termes de payout. Donc vous avez un payout qui est relativement modeste, mais on sait aussi que vous remboursez de la dette. Enfin, il y a des raisons objectives à ça et de la prudence aussi, qui est logique. Est-ce que vous avez pour objectif à moyen terme ou à 2030 d'avoir un payout qui serait plus élevé, ou est-ce que... Oui, alors effectivement, on a vu le dividende, on l'augmente grosso modo de 5% par an. On a vu que notre taux de croissance annuel moyen des revenus est un peu du même niveau. Donc il faut s'attendre à ça pour les 2-3 prochaines années. Après, à un horizon plus lointain, je pense qu'on a un peu de mal à se projeter aujourd'hui sur ces années-là. Ouais. Nous sommes quand même une société de développement. En quel cas, effectivement, il faut quand même garder quelques dollars pour l'autofinancement. Il ne faut pas... On joue sur les deux tableaux, c'est-à-dire on crée de la valeur par le jeu du patrimoine et puis on crée de la valeur on distribue de la valeur par le dividende. Mais c'est quand même ascendant, comme on le dit. Bonsoir, Stéphane Afonso, Invest Securities. Deux autres questions pour faire suite à celle de Bruno. Sur le dividende, est-ce que vous allez proposer une option en action en 2023 également ? Oui, il est probable qu'on propose, comme tous les ans, le dividende en numéraire avec option pour le paiement en action, ouais, tout à fait. Et sur le potentiel de réversion, dans quelle mesure il est intégré dans votre estimation de croissance de loyer à horizon 2026 de plus 5%?
Alors là, c'est toute la subtilité des expertises, c'est-à-dire que l'analyse est faite actif par actif. Est-ce qu'un locataire qui est sous le marché aura tendance à partir? C'est plutôt non. Est-ce qu'on aura la faculté de le remettre dans le loyer réel? C'est une vraie question. Donc il y a un potentiel, mais qui est appréhendable à un horizon, on va dire, qui n'est pas immédiat, quoi. Et il y a également la problématique des loyers Carrefour. Et là, c'est encore un autre sujet, puisque là, on est lié sur des durées assez conséquentes avec les baux qui étaient en place lorsqu'on a racheté le portefeuille. Ils sont de quelle échéance, les baux Carrefour? Ça a été acheté en 19, et il y avait une échéance de l'ordre de 6 ans, qui va être reconduite sur une durée de 9 ans, et c'est à cet horizon-là, donc 19 plus 15, où on pourra commencer à parler loyer marché. Donc on est assez loin. Ouais. Merci. Ce que l'on peut dire, effectivement, c'est qu'on a été en capacité, dans tous les nouveaux développements qu'on a signés depuis la hausse des taux, donc à augmenter nos loyers. Donc là, le mouvement est positif côté bailleur, donc avec une hausse généralisée des loyers. Voilà, donc, effectivement, ça a été validé par les preneurs. Hein, donc, on a augmenté, en 2 ans, on a augmenté les loyers de 20%. Donc, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on arrive à avoir une rentabilité locative de 7%, proche des 7%, sur les développements livrés en 2024. Oui, bonjour, Florent Joubert de Odo BHF. J'aurais peut-être plusieurs questions. La première, peut-être pour revenir effectivement sur la croissance des loyers attendus et les perspectives de croissance et de développement. Est-ce que vous pourriez nous en dire? Donc, on a bien compris qu'on avait un pipeline en 2024 qui allait notamment être financé par un plan stratégique d'arbitrage. Sur 2025, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que vous en êtes, peut-être sur le pipeline? Quelle visibilité on peut avoir sur ce pipeline 2025? Et finalement, comme on continue à garder le robinet des emprunts fermé, à quelle politique de développement on peut s'attendre justement pour les années à venir au-delà de 2024? Oui, donc on travaille là donc effectivement sur un plan triennal, voilà, qu'on ajustera en fonction de la réalité de la situation économique. Donc 2024, 25, 26. Donc une approche très prudente, et on va effectivement diminuer le volume des investissements en développement, puisqu'on va privilégier le développement, on va privilégier la rentabilité, donc objectif 7%, et sur un volume moindre, puisque effectivement nous avons prévu d'arbitrer pour financer donc le développement, donc d'arbitrer donc sur des rendements et des taux de capi plus bas que ceux du développement. Voilà. Et donc aujourd'hui on travaille, et donc on a déjà signé un certain nombre d'opérations pour remplir l'année 2025. Et donc nous avons donc chez Argan donc le préalable, c'est de la maîtrise foncière en vue de faire les développements en gris, c'est-à-dire que nous, notre stratégie, c'est de maîtriser un terrain, d'obtenir les autorisations administratives, donc PCI, CPE, et donc on ne fait pas de blanc, mais on déclenche la construction une fois qu'on a loué, donc pré-loué en réalité. Et donc c'est pour ça que après un accord d'un client, le temps de construire, donc faut compter 12 mois environ, et donc on est capable de livrer, et la prise d'effet du bail commence donc 12 mois après le feu vert. Voilà. Et donc, donc on parle on a calibré cet objectif de développement à hauteur de 60-70 millions par an. Par rapport à la question posée, donc il est très difficile de s'engager fermement sur le volume de développement de 2025 et de 2026. Celui de 24, ce sont des contrats. Donc ça ne se discute pas, c'est ferme. Mais notre plan, alors il est vrai que c'est difficile de conjuguer désendettement et croissance, vous l'avez bien compris. Alors on veut néanmoins marquer un palier de décroissance, de désendettement, entre 24 et 26. Donc la croissance sera un petit peu plus faible. Et donc on n'exclut pas non plus d'avoir une opportunité de faire une acquisition payée par titre. Donc ça ne peut pas se dire
ce sont des opportunités qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas. Il faut que le marché s'y prête et il faut, pour faire une affaire, comme vous le savez, il faut être à deux. Mais donc on va donc quand même dire que si on devait résumer, c'est que de 24, enfin là c'est 23, mais donc au 1er janvier 24 à 26, ce palier, il n'est pas plat d'ailleurs puisqu'il est ascendant, mais normalement on doit remettre le turbo avec la remise en route donc, de l'endettement comme précédemment à partir du 1er janvier 27. Et du coup, alors la question qui peut se poser après, donc là vous prévoyez effectivement des développements de 60 à 70 millions d'euros par an. Je comprends que l'appétit des utilisateurs reste toujours élevé sur les entrepôts. Pourquoi, à un moment donné, peut-être si les conditions s'y prêtent, ne pas faire appel au marché pour accélérer la croissance et... On n'exclut rien. D'accord. Ce qu'il faut, c'est que les opportunités soient favorables, mais c'est difficile d'établir un plan volontariste parce que le développement aujourd'hui est tout de même aujourd'hui difficile. Voilà, donc comme l'a dit Ronan, on dispose donc d'un fonds de commerce. Notre principal fonds de commerce, ce sont quand même nos 64 locataires, qui sont quand même des locataires de belles signatures. Et pour tout vous dire, nous travaillons surtout maintenant sur les ETI régionales, qui sont moins sur pour lesquels, parce qu'on part du principe, on part pas du principe, on constate que les développements donc des gros entrepôts du type XXL, plus de 130 000 m², c'est beaucoup plus difficile. Il y a un pouvoir également écologique qui vient s'ajouter à l'aspect réglementaire. Et donc nous travaillons nous surtout sur les ETI, mais on ne peut pas s'engager, sur un plan, sur ce que nous ferons en 26 ou en 27. 25, je pense que le carnet est en train de se garnir. Et donc on va, comme nous sommes assez flexibles, pour nous adapter à la situation telle qu'elle se présentera. D'accord. Peut-être une dernière question sur la valorisation des actifs. Donc vous aviez publié cette valorisation le 3 janvier. Et il y a eu beaucoup en ayant des échanges, finalement, c'est une valorisation qui est un peu surprise dans la mesure où en fait on s'attendait globalement sur le secteur de l'immobilier peut-être à des baisses de valorisation sur le second semestre 2023 qui soient plus fortes. Et donc votre valorisation sur cette fin 2023 surprend par sa résilience. Dans quelle mesure, quand vous discutez avec les experts, vous avez l'impression qu'on a atteint un point bas en termes de valorisation? Est-ce qu'on doit s'attendre peut-être encore quelques baisses de valorisation en 2024? Voilà, quelle opinion peut-on avoir sur ce sujet? Nous estimons effectivement que on a atteint le point bas. Et que d'ailleurs tout à l'heure ça a été dit, que là nous sommes à 5,10 et effectivement que dans nos projections on a prévu 5,25. Mais voilà, nous pensons que la situation est en train de se normaliser et que effectivement à terme ça devrait se revaloriser. Emmanuel Besson, pour les opérations qui pourraient éventuellement arriver, on pourrait parler de quelle taille à peu près? Oui, c'est ce que la même ordre que vous avez fait dans le passé. Vous parlez des développements à venir à partir de les livraisons à partir de 2025, quoi, c'est ça? Par le passé, vous avez fait des opérations assez importantes au niveau capitalistique et je voulais savoir, là, on pourrait parler de quelle taille? Donc les volumes, donc on parle effectivement d'investissement à hauteur de 60-70 millions par an. La taille unitaire? La taille unitaire, alors on maîtrise du foncier. Donc on a qui représente une capacité de construction aujourd'hui de 300 000 m². Voilà. Donc la taille unitaire, ça peut faire du XXL. Voilà. Et on a également des terrains sur lesquels on vise des constructions, même de messagerie, de 5000 m². Voilà. Donc ça peut être effectivement ça va du XXL jusqu'à des messageries de 5000 m², en passant par des entrepôts de 12 000 m². Voilà. Donc
la taille unitaire moyenne du patrimoine Argan, donc c'est 37 000 m². Donc par rapport à nos confrères, c'est relativement élevé. Et donc nous sommes très favorables à... on n'est pas opposé à ce que effectivement cette taille moyenne unitaire diminue, puisque si vous avez un locataire potentiellement qui vous rend les clés, il est préférable qu'il vous donne les clés sur un 12 000 m² que sur un XXL, bien évidemment. J'ai une question complémentaire sur les cessions. Vous avez mentionné qu'en effet, il y a eu un certain regain d'activité au T4. Néanmoins, vous allez nous dire, c'est peut-être faux, mais j'ai l'impression que les marchés sont quand même un peu difficiles en termes d'investissement, parce qu'on n'a pas une visibilité absolue justement sur les valorisations. Quel est le plan B si jamais vous n'arrivez pas à vendre ? Non mais quand on est dans le business, ça se vend toujours, mais ça dépend à quel prix. Oui, c'est la question implicite. Mais... Oui, non mais évidemment. Alors c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on attend que le marché se stabilise. Là aujourd'hui, l'offre et la demande ont du mal à se marier, mais c'est en train de se normaliser. Et c'est une des raisons pour laquelle on retarde un petit peu la mise sur le marché donc de nos sites. On a identifié un actif en 2024 qui lui a des caractéristiques qui nous rendent tout à fait optimistes sur sa sortie. 2025, on verra. Entre-temps, le marché, l'offre et la demande vont sûrement faire des efforts pour se rapprocher. Et le plan B, il y a plein de plans B. Que je ne vais pas énumérer maintenant. Mais ça n'est pas opérationnel. Il n'y a pas de raison. Et une dernière question pour moi, plus technique, sur l'ILAT. Vos experts ont pris quel niveau d'ILAT en 2024 ? Alors j'ai bien compris que votre indexation n'est pas exactement l'ILAT, bien sûr, mais est-ce que vous avez le chiffre en tête ou le chiffre d'ILAT 2024 ? Alors 2024, nous on est assez simplissime puisqu'on révise tous nos loyers au 1er janvier. Ouais. Ah bah oui. Autrement dit, l'indice est connu lorsque les experts valorisent. Donc le 24, c'est notre vrai loyer réel qui est pris en compte par les experts. D'accord, merci beaucoup. Oui. Et encore une fois, merci. Bonne année encore. Et puis l'année prochaine, j'espère.